Le journal. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à la rédaction de Radio Gabon. Mesdames, Messieurs, les titres du journal. Célébration ce 25 avril 2020 à travers la planète de la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui tue plus de 3000 personnes par jour en Afrique subsaharienne. Thème retenu cette année, zéro paludisme, je m'engage. 10 millions de francs CFA et un important lot de denrées alimentaires vient d'être remis au président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, destiné aux populations défavorisées du Grand Libreville confiné. Le geste est d'un bon samaritain. Et puis à l'étranger, John Fundi, l'opposant camerounais, est décédé ce samedi à l'hôpital général de Douala des suites d'une crise de tension à l'âge de 79 ans. Mesdames, Messieurs, votre journal. Bienvenue à cette édition d'information. Nous vous le disions à l'instant, la communauté internationale célèbre ce 25 avril 2020 la journée mondiale de lutte contre le paludisme sous le thème Zéro paludisme, je m'engage. Au Gabon, les activités relatives à cette journée ont été ajournées en raison du contexte marqué par la crise sanitaire, mais le programme national de lutte contre le paludisme intensifie la sensibilisation par les médias. Raymond Savou. Le paludisme est une maladie parasitaire potentiellement mortelle transmise par les piqûres de moustiques, notamment l'anophèle femelle. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, 300 millions de personnes sont atteintes de cette pathologie et tuent plus de 3000 personnes par jour en Afrique subsaharienne. D'où l'importance du thème retenu cette année. Diane Doina Mbinga, technicienne supérieure de santé publique au programme national de lutte contre le paludisme. Le thème de cette année, c'est Zéro palu, je m'engage. L'engagement ici se traduit essentiellement par la responsabilité de chacun d'entre nous à veiller sur sa santé déjà et sur celle de son prochain. Avec l'épidémie du Covid, il n'est plus jamais nécessaire de parler du paludisme parce que les populations se disent qu'elles n'ont plus accès à nos services de santé et donc elles sont plus ou moins livrées à elles-mêmes. Le contexte de coronavirus qui fragilise la planète entière ne permet pas aux équipes du programme national de lutte contre le paludisme de mener des actions sur le terrain. Une autre alternative s'impose. Cette année, donc, nous ne pouvons pas laisser passer cette journée importante sous silence. Nous avons essentiellement mis l'accent sur la sensibilisation par les médias. Nous appelons les populations, nous communiquons pour leur dire qu'il est impérieux, nécessaire de pouvoir se prendre en charge rapidement afin d'éviter d'évoluer vers les formes graves du paludisme. La femme enceinte, malgré le contexte sanitaire, doit se rendre dans les centres de santé pour suivre son traitement préventif intermittent. Parce que en elle, elle a sa vie et elle porte celle de son futur bébé. Et le paludisme entraîne des dégâts assez importants tels que l'avortement, l'anémie, un bébé de petit poids à la naissance. Pour lutter efficacement contre le paludisme, le programme national de lutte contre cette pathologie demande aux populations de dormir sous moustiquaires imprégnés. Et pour être tout à fait complet dans cette information relative à la journée mondiale de lutte contre le paludisme, focus sur les conditions déplorables dans lesquelles vivent bon nombre de Gabonais, favorisant ainsi la reproduction des moustiques. Alors Edgar Kaba, vous avez sillonné la zone dite derrière l'Assemblée dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Comment vivent ces populations dans ces zones communément appelées Mapan? Cette dame qui vit à proximité du long cours d'eau souillé qui jouxte plusieurs habitations situées non loin du bâtiment abritant les locaux de la maison de la radio et de la télévision gabonaise et non loin de l'Assemblée nationale, vit à présent la convalescence d'un violent palu à son domicile. Dans son salon et aux côtés de son fils, elle nous raconte sa douleur et ce qui se passe tous les jours dans son milieu immédiat, au quotidien, où les habitudes vecteurs de paludisme sont très présents dans ce coin. Tout ce que vous voyez là, c'est jusqu'à 2 sachets, c'est pour le palud. Beaucoup d'argent. J'avais d'abord froid. Après ça, dans la soirée, j'ai commencé à chauffer beaucoup. Puis quand mon fils est venu, il a mis la main, il a dit, oh maman, ça ne va pas, il faut qu'on aille à l'hôpital. Nous, on est arrivé à l'hôpital, ils ont dit non, il n'y a pas assez de place pour nous. Nous, on est partis à Sainte-Marie. C'est là-bas qu'on nous a quand même reçus. Ils nous ont prescrit les remèdes là. Nettoyer un peu les alentours. On nettoie ça tous les mois. C'est là où il y a les eaux là. Parce que tout le temps, c'est mon fils qui fait ça. Maintenant, on appelle les gens du quartier de venir l'aider. Les gens ne veulent pas. Changeons de quartier, allons à présent à Cocotier, où à certains endroits, à côté de quelques maisons, on peut voir des nids de moustiques.
Humait quelques odeurs nauséabondes, des eaux souillées aussi et quelques poubelles avoisinant plusieurs demeures. Là-bas, le quotidien est difficile pour lutter contre le paludisme. Le ton est grave, témoignant des populations dépassées par la situation. Plein de moustiques. On a les moustiquaires ici, il y a aussi les autres qui n'ont pas les moustiquaires. Une grande poubelle comme vous voyez, juste à proximité de la maison. Elle souffre. Les gens qu'elle se plaint tout le temps de rats, les odeurs, vous voyez un peu. Tout ça, les moustiques, c'est pas facile. Regardez un peu les insectes là, vous voyez un peu. Parfois ils sont dedans. Ça fait on essaie de faire l'effort de pour ne pas qu'ils prennent vraiment possession dans la chambre. Essayer de les repousser comme tu vois un peu dehors. À cause de mon bébé là que vous voyez. Le bébé, il a combien de mois? 4 mois, c'est. Oui. Mais qui a eu le palu dernièrement? Ma fille là. Elle a quel âge votre fille? Elle a 6 ans. Elle a eu le palu quand? Ça fait déjà 2 semaines. Ça fait environ 11 ans que je suis ici. Donc ici, on n'a jamais fait l'entretien. On vit comme ça. Mais il y a les moustiques, moi personnellement, quand je vois que c'est trop chez moi, moi je prends la pelle et le reste j'enlève. Chacun se débrouille. Certains nous ont aussi rappelé en off qu'ailleurs, le ton est également grave face au paludisme, car les quartiers comme la baie des Cochons, à Toambay, Kingelé, Rio, Cosmopark, derrière l'immeuble du PK6 et bien d'autres quartiers, et quelques coins chics parfois, sont guettés et frappés par le paludisme au jour le jour. D'une journée à une autre, ce 26 avril 2020, le monde célèbre la Journée internationale de la propriété intellectuelle. Les acteurs de l'œuvre de l'esprit souhaitent une véritable valorisation de leur travail. Désiré Minko, journaliste photographe, appelle les créateurs des œuvres de l'esprit à profiter de ce temps de confinement, faire plus preuve de créativité. Désiré Minko a été joint au téléphone par Nick Jocelyn Fouba. Mon sentiment, il est mitigé, pour ne pas dire laconique, parce que ces droits ne sont malheureusement pas respectés dans la majorité des pays africains. Il suffit de voir que toutes les œuvres, par exemple pour ce qui me concerne, ce qu'est la photographie, comment les gens utilisent nos œuvres sans avoir besoin de demander ou de penser pouvoir l'acheter pour l'utiliser. Pour moi, c'est une journée qui devait permettre à tout le monde, autant les acteurs que les utilisateurs, de savoir que ces œuvres ne tombent pas du ciel, qu'elles sont créées par des personnes qui investissent de leur temps, de leur argent, et en retour, ils devraient, comme tout acteur économique, pouvoir en retour bénéficier des sacrifices consentis pour produire ces œuvres. Donc pour moi, c'est une journée qui devrait permettre à tout le monde de prendre conscience, autant pour les acteurs ou producteurs qui, pour la majorité, n'ignorent même pas qu'ils sont en droit de se plaindre et que notre loi nous protège. Parce qu'il y a un article, je ne saurais le retrouver, mais qui existe et qui fait en sorte que les auteurs d'œuvres de l'esprit peuvent porter plainte quand ils pensent qu'ils sont lésés dans l'exploitation de leurs œuvres. Donc c'est une journée pour moi qui, je pense, qui doit être une journée de prise de conscience pour le respect de ces droits. À l'endroit de mes collègues créateurs, en cette période de confinement, je pense que c'est une période qui devrait nous permettre de mettre en place certains projets et pourquoi pas pour d'autres de vraiment travailler sur leurs œuvres de façon plus calme, puisque l'activité tournant quasiment au ralenti ou à l'arrêt. Donc on n'a pas des pressions au niveau des rendez-vous à tenir à l'extérieur ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une période vraiment propice pour la création. À la fin de cette édition d'information, vous suivrez le magazine consacré à cette journée internationale de la propriété intellectuelle. On parle encore de la lutte contre la propagation du Covid-19 dans la province du Wellington. L'appel à l'aide et à la solidarité lancé par le chef de l'État a reçu un écho favorable à Mindik, dans le département de Locano. Un bon samaritain vient d'offrir à la population de cette localité une cuve pour se laver les mains. C'est ce que nous rapporte Firmin et les Biens Mesui, un correspondant de Radio Gabon dans la province du Wellington. Alors que la ville de Mindik est confrontée aux difficultés d'adduction d'eau à certains endroits du centre commercial, face à cette préoccupante situation longtemps décriée et à l'urgence de répondre aux exigences des mesures barrières et de riposte contre le coronavirus, dont l'une d'elles consiste à se laver les mains, les autorités municipales ont recouru à la fabrication artisanale des réservoirs d'eau à robinet manuel à base des bidons plastiques de 20 litres disposés devant chaque structure publique, commerciale et ménage domestique.
domestiques offrant ainsi aux usagers la possibilité d'accomplir le geste barrière indiqué. Conscient de l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État gabonais, un jeune cadre et natif de la localité, directeur général des assureurs Conseil d'Afrique, ACAF, vient de doter la municipalité d'une cuve d'une capacité de 200 litres. Guy Claude Meyemendon situe le bien fondé de cette offre. L'appel à la solidarité face à la pandémie mondiale qu'est le Covid-19. Nous avons pensé offrir à la population de Minzik une réserve d'eau, une installation pour se laver les mains. Parce que se laver les mains fait partie des mesures barrières contre cette pandémie. Ne pouvant rester insensible devant une telle générosité participative à l'effort collectif de lutte contre un ennemi mondial et presque invisible à ce jour, et au moment où le confinement partiel est toujours d'actualité ici dans Minzik, les autorités municipales restent tout de même engagées dans la riposte par l'application systématique des mesures barrières conformément aux instructions des plus hautes autorités. On appelle au civisme sur l'usage non domestique de cette dotation louable et tendent la main à l'endroit des autres bons Samaritain. Guy Aimé et Convé, deuxième maire adjoint de Minzik. Nous invitons les populations à faire bon usage de cette cuve et nous allons chaque jour la remplir d'eau quand le besoin se fera sentir. C'est à la fois un ouf de soulagement qui arrive à point nommé au dire des populations qui se frottent les mains et une expression d'engagement collectif face au Covid-19 qui devrait faire école pour une riposte efficace depuis Minzik au sud de la province du Wellington pour Radio Gabon, la référence Firmin et les bien mesures. Nous restons dans la province du Wellington, plus précisément à Bitam, dans le département d'Untem. Là-bas, l'édile de cette localité vient aussi d'offrir aux populations des masques pour lutter contre la propagation du coronavirus au Gabon. Retrouvons notre correspondant Simon-Pierre Meba. Ces 10 000 masques ont été confectionnés chez les coutures de la place, une action parmi tant d'autres qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Jules Mbele Aseko, maire de la commune de Bitam. De prospectus en vue d'exhorter les populations à intégrer les mesures barrières dans leur quotidien et la campagne Métrope qui s'en est suivie avec l'installation des points de lavage des mains à travers la ville. Aujourd'hui, la municipalité va mettre à la disposition des Bitamoises et des Bitamois 10 000 masques nasaux, tricots, anti-coton, lavables, ça veut dire réutilisables, selon les recommandations du COPIL, que je demande à tous et à chacun de porter en tout temps et en tout lieu pour vous protéger vos familles et tous ceux qui vous sont chers. Aussi, en ma qualité de maire de la commune de Bitam, je mets à la disposition des élèves dès la reprise des cours 3 000 masques pour leur protection. C'est le lieu aussi de remercier les commerçants qui nous ont aidés dans la campagne Main Propre en installant des points de lavage des mains à travers dans toutes les boutiques. Je voudrais aussi dire merci aux populations qui m'ont écouté, car je leur ai demandé de donner tout renseignement sur les gens qui veulent passer frauduleusement la frontière. Ce geste a été très apprécié par les populations locales et devrait faire école à d'autres municipalités, car la lutte contre cet ennemi invisible qu'est le coronavirus est l'affaire de tous. Bitam, Radio Gabon, la référence, Simon Pirmeba, de Michel Sandon. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Pour la suite du journal, nous revenons à Libreville. En cette période de confinement du Grand Libreville, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon appelle toutes les forces vives de la nation à faire preuve de solidarité. Issa Steve Muffen. L'implication des associations religieuses répertoriées par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon ne s'est pas faite en marge du ministère de l'Intérieur et du ministère des Solidarités. Imam Ismaël Oseni Ossa.
Mais ce qu'a fait le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, c'est de mettre à profit, par exemple, les frères qui sont actuellement dans les différents comités, vous voyez, qui sont chargés de remettre les kits alimentaires du gouvernement à travers le ministère des Solidarités nationales. Voilà, exactement. Parce que ces frères ont bénéficié d'un laissez-passer. D'accord. Alors nous nous sommes appuyés sur ces frères, qui sont près d'une 50aine, et nous nous sommes appuyés sur eux pour les dons que nous avons à remettre aux uns et aux autres. L'invite est donc lancé à tout bienfaiteur voulant faire un don en cette période inédite de Covid-19. Pour ceux qui souhaiteraient par exemple faire ce geste, nous avons une permanence au niveau de notre institution qui est basée au niveau de l'immeuble au Gard, le Conseil des affaires islamiques du Gabon, en face de l'Institut français. Voilà, l'Institut français. Et le siège du Conseil, il y a une permanence à ce niveau où vous trouverez des frères. Si vous avez un geste à faire, alors rendez-vous là-bas, déposez votre don et pourquoi pas avertir X, Y parmi les proches, membres du Conseil, que vous avez déposé tel don à ce niveau. Il s'agit pour les religieux de mettre en pratique les prescriptions divines tout en respectant les mesures édictées par les autorités gouvernementales. Il faut dire, Istad Steve Mefan, que le message du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Un bienfaiteur vient de remettre au dit président Ismaël Oseni Ossa un important don de denrées alimentaires et 10 millions de francs CFA destinés aux personnes vulnérables sans distinction de religion. 10 millions de francs CFA et une importante donation en denrées alimentaires viennent d'être faites par un donateur anonyme à la permanence de veille 6 au siège du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, destiné aux familles vulnérables sans distinction en cette période de Covid-19. Un geste salué par le président de cette institution, l'imam Ismaël Oseni Ossa. Ce sont des vivres alimentaires, tout ce dont a besoin un être humain pour subvenir à ses besoins. Autrement dit, la subsistance requis, surtout en ces moments de confinement. Et c'est pour moi l'occasion de remercier le donateur qui est venu mettre à notre disposition tous ces dons, que vous voyez, un don assez important au profit alors des familles nécessiteuses. Les stratégies de distribution vont se mettre en place sous le contrôle et la supervision du vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et de son secrétaire général qui doivent coordonner l'action auprès des responsables d'associations en vue de distribuer à toutes les familles nécessiteuses. Imam Ismaël Oseni Ossa. Je vous le dis ainsi, il n'a pas voulu se présenter lui-même et n'a pas voulu aussi que nous communiquons sur le montant. Nous lui disons simplement qu'il aura lui-même les échos de ce qui sera fait à l'heure de ces dons. C'est pour nous l'occasion d'interpeller les frères et sœurs aussi qui hésitent actuellement, qu'il est important dès lors que le top a été donné au plus haut niveau de l'État et que beaucoup parmi les philanthropes de fils et filles de cette nation ont emboîté le pas, il est important pour ceux qui sont encore hésitants de ne pas le faire. Ça peut ne pas être nous, ça peut être d'autres obédiences religieuses, ça peut être d'autres personnes de confiance, dignes de confiance. Il est important pour vous de ne plus retarder cela. Lors de cette distribution, il est demandé aux familles de rester chez elles, les bénévoles ayant reçu l'accord du ministère des Solidarités nationales à la rencontre des personnes dans le besoin. Toujours en religion, débuté vendredi, le jeûne du mois béni de Ramadan intervient dans un contexte de crise sanitaire avec des lieux de culte fermés, notamment les mosquées. Alors, comment les musulmans d'ici et d'ailleurs ont passé leur premier jour de Ramadan? Ahmed Beni Evaka. C'est un début de Ramadan assez particulier. Amar, jeune musulman gabonais, a eu du mal à s'adapter pour son premier jour de Ramadan, et en particulier à cause de la menace liée au Covid-19. Ces rituels en cette période de jeûne dans les mosquées n'ont pas été accomplis. Il fallait déjà rompre le jeûne, donc on n'a pas eu cet appel à la mosquée. C'était un peu confus à ce niveau. Ça l'a été d'autant plus que à la prière, la dernière prière, la prière d'Isha, là aussi c'était très difficile. Contrairement aux années antérieures où on le faisait en groupe à la mosquée, surtout au niveau de Salat al-Tari, où le fait de le faire à la mosquée, il y a plus de récompenses, il y a le courage. De son côté, Mohamed Yakité trouve ce Ramadan moins animé que d'ordinaire, déjà qu'il était habitué à rompre son jeûne en compagnie de ses jeunes frères dans sa briqueterie. Il n'y a pas l'ambiance cette année. Petits aussi viennent ici, alhamdulillah. Et toujours la nourriture quitte à la maison. On mange en distance. Nous espérons que bientôt les maladies vont se disparaître et puis aussi on va se retrouver. Et puis la fête sera comme les autres. Mais pour les mamans, bon, vraiment c'est difficile.
Aurélie, par contre, estime que malgré la fermeture des mosquées, la relation entre le musulman et son Seigneur est une question de foi. Le premier temple de Dieu, c'est d'abord ton cœur. Le fait que la mosquée soit fermée ne doit pas avoir d'impact sur ta personne ou sur ton ramadan. C'est vrai, on est habitué à aller à la mosquée pour couper son jeûne. Avec une crise pareille, on est obligé de rester à la maison. Donc, tu fais tes prières, tu fais ton jeûne. Le plus important, c'est l'intention. Les musulmans sont donc invités à faire preuve de patience durant ce mois béni de Ramadan, assez particulier. En cette période de confinement du Grand Libreville, la ministre de l'Emploi, Madeleine Baird, rassure les responsables des entreprises privées parapubliques sur le fonctionnement de leur structure. Écoutons Madeleine Baird, invitée de Radio Gabon. Elle a été interrogée par François Nzengue. Les entreprises du secteur parapublic seront, comme par exemple les caisses, mais elles continueront à vivre, puisque en général, ces entreprises du secteur, elles ont une autonomie de fonctionnement. Elles continuent à fonctionner comme il faut. Elles restreignent le personnel, effectivement, essentiel. Elles mettent au maximum le personnel en confinement, et puis on continue de voir. Vous savez, il faut circonscrire cette opération dans un contexte bien précis, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons valablement, on appelle ça comment, limiter dans le temps. Pour l'instant, le chef de l'État a décidé de ce confinement pour 15 jours. Il y avait le confinement partiel. On essaie d'observer, mais ce qui est l'objectif principal, c'est de limiter la propagation d'un virus. Et on privilégie la santé. Il est préférable de prendre le risque de confiner que de ne pas le prendre. Et puis de se dire, finalement, le gouvernement a pris des mesures qui n'étaient pas forcément salvatrices pour la santé des Gabonais. Donc pour l'instant, on a maintenu ce pouvoir d'achat à minima. Face à la pandémie du coronavirus qui poursuit sa folle course dans le monde, la médecine africaine semble avoir le vent en poupe au regard des découvertes des chercheurs et des thérapeutes africains, suivant l'analyse de Gaël Mbimba Okoko sur l'apport de la médecine africaine. Pour sortir le monde du gouffre dans lequel le Covid-19 l'a plongé, chaque médecin ou tradipraticien s'active à produire dans les laboratoires des remèdes contre la pandémie à coronavirus. Mais cette course effrénée vers le scoop est stoppée net par les instances de régulation et de validation qui brandissent l'argument du respect de la procédure médicale. Mais pendant ce temps, l'humanité est en train de subir l'une des pires hécatombes de son histoire, avec des morts qui se comptent par milliers, des gouvernements, des États à genoux et des économies plombées. Dans cette guerre asymétrique, l'Afrique, continent où certains avaient prédit le carnage lié au Covid-19, semble déjouer les pronostics, même si le continent a depuis quelques semaines dépassé la barre de 1000 morts. La bonne nouvelle est surtout celle qu'a prêchée sur les ondes de Radio France Internationale le docteur béninois Valentin Argon, qui affirme détenir un remède, l'apivirine, qui guérit les patients positifs au Covid-19. L'apivirine contient 40 gélules et 10 gélules traitent les gens déjà. Moi, je suis prêt à envoyer dans les 54 pays d'Afrique une dizaine, voire une cinquantaine de apivirine, juste pour qu'ils essayent pour voir en 2-3 jours. Le rêve de trouver des solutions africaines aux problèmes africains que tente de faire aboutir le docteur Argon se heurte donc à plusieurs contingences. Le chercheur camerounais Serge Armel Djindjou, toujours sur RFI, aborde la question avec beaucoup de pincettes. Ce que je ne peux pas comprendre, m'expliquer, c'est dans une crise pareille, il y a une opportunité. Si on pense que ce n'est pas efficace, on dit un non-sec, mais on a des interlocuteurs qui disent qu'ils ne peuvent pas, mais qui vous appellent pour vous dire est-ce qu'on peut avoir quelques doses. Ils ne se voient pas en position de lancer officiellement et publiquement un essai clinique sur un médicament comme ça. Visiblement, ils ont des contraintes liées à leur fonctionnement avec des organisations ou des grands groupes de pression pharmaceutique qui font que ça ferait peut-être pas très bien d'imposer ou d'essayer de mettre en lumière des essais cliniques sur un médicament sur lequel finalement personne n'a le contrôle des intérêts pour ceux qui sont vraiment des décideurs. Madagascar, pour sa part, a lancé un remède censé aussi prévenir et guérir le coronavirus. Son président, Andry Rajoelina, a vanté il y a quelques jours l'efficacité de ce médicament dénommé Covid organique fait à base des plantes médicinales locales, en le consommant lui-même. Au regard de cette contribution, les États africains sont invités à se serrer les coudes, s'unir pour accepter l'expérimentation du savoir de leurs chercheurs afin d'apporter assistance au peuple en détresse. Face à l'urgence sanitaire, l'heure ne serait plus à attendre une hypothétique potion magique qui viendrait d'ailleurs.
À présent, à la page étrangère de ce journal, nous vous le disions en titre, John Fundi, l'opposant camerounais, est mort ce samedi 25 avril 2020 à l'hôpital général de Douala de suite d'une crise de tension. Istat Steve Mefan revient sur le parcours de combattant de l'illustre disparu. Le Cameroun attristé par la mort du leader de l'opposition du Social Democratic Front, décédé d'une crise de tension à l'hôpital général de Douala. John Fundi, né le 7 juillet 1941 à Baba, arrondissement de Santa, près de Bamenda, province du nord-ouest du Cameroun. L'homme politique camerounais est décédé à l'âge de 79 ans. Candidat aux élections présidentielles de 1992, 2004 et 2011, surnommé le Sherman en référence au titre anglophone de président de son parti, en 1992, lors de la toute première élection présidentielle pluraliste au Cameroun, il arrive second avec 36% des suffrages contre le président Paul Biya. Une élection qui va le conduire en résidence surveillée pendant plusieurs mois. Il est accusé de corruption par le rapport du comité catholique contre la faim et pour le développement en 2009. Un rapport consacré aux largesses de Paul Biya qui, selon cette source, servirait aussi à amadouer l'opposition. 70% de ces fonds proviendraient de ces deals politiques avec le chef de l'État camerounais en fonction, ce que John Fundi a toujours rejeté. Il est en outre accusé d'avoir perçu 500 millions de francs CFA lors de la présidentielle de 2004 pour casser la dynamique de l'opposition. En février 2013, John Fundi demande à être reçu par le président Paul Biya au sujet des élections sénatoriales qu'il estime prématurées et organisées unilatéralement sans que les partis d'opposition aient été consultés et informés. Il menace de ne pas participer aux élections. En dépit de tout cela, il fait partie des 50 personnalités qui ont fait le Cameroun. Quel est l'intérêt de célébrer la journée mondiale internationale de la propriété intellectuelle? Eh bien, pour en savoir plus, je vous laisse suivre ce magazine consacré à cette journée célébrée tous les 26 avril. On parle généralement de propriété intellectuelle pour désigner l'ensemble des œuvres de l'esprit. On n'entend pas œuvre de l'esprit, l'invention d'œuvres littéraires ou artistiques, des dessins, symboles, noms de marques, logos, bref, la liste est longue. Joint au téléphone, Prosper Tonda Mabenda, spécialiste des questions liées à la propriété intellectuelle, revient sur la nature de cette journée. C'est une journée qui permet de célébrer l'innovation, de célébrer la création et même le processus de créativité. Et c'est une journée qui permet à tout un chacun de savoir qu'effectivement, tout ce que nous avons chez nous, tout ce que nous regardons à travers le monde, relève de la création, relève de la créativité parce que tout simplement, la création fait partie de la vie, de l'animation de la société et que sans création, nous ne pouvons pas avoir accès au bonheur que nous souhaitons obtenir régulièrement. En cette période de confinement du Grand Libreville, pour coller à l'actualité, nous sommes rendus au siège de la COPAM à Alibandeng. C'est dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Sur place, c'est un jeune sculpteur qui nous accueille. Il est en plein travail. Il nous explique ce qu'il sait faire. Mais moi, c'est mon beau-frère qui m'a appris à sculpter la pierre de Mbigou. Mais le bois, je ne maîtrise pas. J'étais d'abord un polisseur. Après, je fais les têtes des femmes, les têtes des hommes, les chauvisses, les trucs comme ça, là. Les perroquets, les tortues. Ça. Mais pour le bois, c'est la première fois que je donne le coup de main. Il sait que je suis un grand polisseur, un grand penseur, quoi. Parce qu'avec les petits là, c'est un peu lent, puis c'est pas vraiment lisse comme ça. À Alibandeng, ces jeunes bien encadrés par des doyens réalisent plusieurs œuvres à base de la pierre de Mbigou. On a commencé par sculpter la statue elle-même. Là maintenant, on est en train de faire le nettoyage. Et ensuite, on va mastiquer. Après mastiquer, on va mettre la peinture. Et là, elle sera légère comme l'autre. La propriété intellectuelle se présente sous deux formes. La propriété industrielle, d'une part, l'invention des brevets, les marques, les dessins et modèles industriels. Et d'autre part, les œuvres littéraires et artistiques. Romans, théâtre, films, musique, dessin, peinture, photos. Prosper Tonda Mambenda. Déjà, c'est que les valeurs de chacun sont reconnues. La propriété intellectuelle se relève de la connaissance des milieux, de la connaissance des objets et surtout des ambitions, des objectifs que l'on voudrait atteindre et que le cri de cœur, c'est permettre, n'est-ce pas, donner la possibilité aux jeunes de contribuer à la création des objets, des technologies, des applications pour que notre société soit de plus en plus forte, soit de plus en plus autonome, que nos milieux soient des milieux inventifs et
et que les États, les gouvernements participent activement à financer la recherche de façon à ce que ce soit une recherche-développement au service de nos différents États, de nos nations, de nos républiques, et que nous puissions avancer progressivement dans la voie du développement. Avec la présence du Covid-19 dans notre pays, l'événement passe sous silence. Ainsi se referme ce grand rendez-vous de l'actualité préparé par l'équipe de la rédaction. Je suis Marina Moussavou. Merci de nous avoir suivis. Bon confinement à tous et à chacun. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.